Chapitre 33. Aurait-il dû faire demi-tour ou baisser les paupières? Sur le moment, Thomas n'avait pas pu, pétrifié par la beauté de ce corps pâle qui s'enfonçait dans l'eau. Bien sûr, à chacune de ses visites au donjon, il l'avait devinée belle. Comme les autres, il l'avait rêvée nue, mais jamais il n'aurait pu imaginer la blancheur laiteuse de sa peau ni la rondeur de ses seins. Morgane se retourna en riant, éclaboussant la nourrice qui se recula en la grondant d'une voix bourrue. Elle sortait lentement de l'eau. Fasciné, Thomas écarquilla les yeux. C'est à ce moment qu'il entendit un infime craquement de feuilles sèches derrière lui. Il n'eut pas le temps de se retourner. Quelqu'un lui saisit les cheveux, l'attirant brutalement en arrière. Il se retrouva assis, un genou lui broyant les reins, la tête renversée. Il essaya de se débattre, de ruer des jambes, mais l'autre le maintenait fermement. Son cri de rage mourut avec la brûlure de la lame dans sa chair. Une morsure atroce, puis plus rien. La nuit. Chapitre 34. Jamais je n'aurais dû me disputer avec Thomas, surtout à cause de Morgane. Lui, si calme, était parti furieux à travers bois et je n'avais rien fait pour le retenir ni pour m'excuser de ma colère et de ma mauvaise foi. J'avais mal réagi à ses questions, gêné de devoir lui mentir, heureux de me retrouver seul avec les images que j'avais gardées de la châtelaine. Seulement, le temps avait passé. La nuit approchait, je m'étais calmée et l'appel des trompes avait retenti, nous rappelant tous au château. La seule personne manquant à l'appel, c'était mon ami. Je partis à sa recherche, certain de le dénicher dans un endroit que nous aimions tous deux. Un petit nid de verdure tapissé de mousse et de fougères au pied des hautes falaises de craie. J'avais raison. Il n'en était pas loin, immobile, allongé de tout son long dans les fourrés. Sur le moment, je crus qu'il s'était endormi. Pas longtemps. Une vaste mare brune s'était coagulée autour de lui, souillant son pourpoint et le tapis de feuilles sèches sur lequel il reposait. J'avançai encore d'un pas, refusant ce que je voyais, cette large blessure sanglante à sa gorge par laquelle on lui avait ôté la vie sans lui laisser la chance de se battre pour mourir en homme. Je me détournai pour vomir et rentrai en titubant au château avant de revenir avec le maître d'armes et les soldats. Nous avons déposé le cadavre sur une civière. Un cadavre de plus, un cadavre de trop. À ce moment, je me jurai, non, je jurai à Thomas de le venger. Chapitre 35. Cette nuit-là, je sortis en silence du dortoir, mon hermine glissée dans mon pourpoint, ma dague à la main. Je commençais à connaître le château, mais je savais que cela ne serait pas aussi facile de se repérer dans les souterrains ni dans le donjon. Pour cela, j'avais besoin de Mayol. Une fois passé le barrage des gardes, il dormait ou jouait au dé. Je pénétrai sous le porche menant au donjon et sortis l'hermine de mon vêtement en déroulant la longue laisse que j'avais attachée à son cou. Il était hors de question que j'allume un flambeau, mais heureusement de loin en loin, la flamme d'une torche éclairait les parois recouvertes de salpêtre. Tout reposait sur Mayol, et je lui laissai peu de longueur. Elle sembla comprendre ce que j'attendais d'elle et fila sans hésiter vers l'entrée du premier boyau. Je ne sais pas combien de temps nous mîmes, mais cela me parut une éternité. Malgré l'atmosphère humide et froide, malgré ma détermination, je sentais une sueur glacée m'inonder les reins. J'avais peur. Peur de cette nuit, de ces bruits, du souffle des chauves-souris, de la course des rats autour de moi. Soudain, Mayol s'arrêta. Devant nous, une porte de fer encadrée par 2 torches. Je laissai le temps à mon cœur de se calmer un peu, à mon souffle de s'apaiser, à mon courage de se raffermir, et lentement je poussai la porte en priant pour que Mayol m'ait bien mené là où je voulais aller. La nuit et ses étoiles ne m'avaient jamais paru aussi belles qu'après cette folle course sous terre. J'étais bien dans la cour, au pied du donjon. Les voix des guetteurs retentissaient sur les remparts, me rappelant que le plus dur restait à faire. J'étais venu jusque-là pour venger Thomas et affronter celui que je savais être l'assassin. Guillaume, seigneur de la Roche-Guyon. Chapitre 36. Dans le donjon, tout était silencieux. Aucune lumière, hormis dans l'escalier en colimaçon, où, de loin en loin, étaient plantés des flambeaux. J'avais dépassé l'étage où vivait Morgane et j'arrivais bientôt au second. Là, je m'immobilisai, les sens en alerte. Au-dessus de moi, une volée de marches menait au poste de guet. Sur ma droite, un large palier desservait une unique porte de bois noirci. J'attachai la laisse de mon hermine à la rambarde de fer et m'avançai.
Les seuls bruits que je percevais étaient ceux, trop forts, des battements de mon cœur. Une peur singulière me tenaillait une nouvelle fois le ventre, plus forte que celle qui m'avait étreint dans les souterrains, et pourtant je continuais à marcher. Enfin, je posai ma main sur le loquet. Le froid du métal me fit reprendre mes esprits, et la sensation d'avoir mon couteau bien en main me réconforta. Je poussai le battant, qui s'entrebâilla en grinçant. Le silence retomba, lourd, inquiétant, presque palpable. J'attendis un moment, puis entrai dans l'appartement du seigneur, écrasant la menthe fraîche et la verveine qui recouvrait le plancher. Malgré la fenêtre grande ouverte et l'épais tapis d'herbe, l'odeur était partout, la même que le jour où j'avais croisé le fou. Une odeur de charnier, de sang, de tombe fraîche, de souillure, une odeur dont je ne connaissais pas l'origine, mais qui m'emplissait d'épouvante. Au fond d'un brasero, des braises mourantes jetaient une lueur rouge sur toute chose, éclairant d'une clarté sinistre le lourd rideau de drap qui coupait la pièce en deux. Un rideau que soulevait le vent qui entrait en rafale dans la pièce. J'eus un frémissement en songeant à la mort de l'architecte. C'est ici que son corps avait été précipité dans le vide, d'ici que l'assassin. Mieux valait penser à autre chose. Je levai la main pour saisir la draperie et, retenant mon souffle, l'écartai d'un geste. Une petite lampe à huile éclairait un lit de camp défait, un bahut sur lequel étaient posés des manuscrits, un lutrin avec un énorme livre de cuir, une bassine emplie d'eau, des linges propres, des onguents dans les pots. Personne. Je m'avançai d'un pas, laissant les plis du tissu retomber derrière moi. Je fis à peine un pas et entendis à nouveau la porte grincer. Quelqu'un venait de la refermer. Le plancher craqua. Je m'immobilisai en retenant mon souffle. Peut-être un garde ? Mais non, ce n'était pas possible. Je le savais. Aucun d'entre eux n'oserait pénétrer dans les appartements de Guillaume. Le craquement se répéta. Tout proche. J'imaginais une silhouette difforme, un visage monstrueux. La terrible odeur me tournait le cœur et mon courage vacillait. Pourquoi étais-je venu là ? Je repensai à Thomas, et mes doigts se resserrèrent sur la garde de mon poignard. Une main écarta d'un geste brusque le rideau. Je n'eus pas le temps d'esquiver la masse d'armes que le fou brandissait. J'eus l'impression que mon crâne explosait et mon couteau m'échappa des mains alors que je basculais en avant. Chapitre 37. Je me réveillai allongé sur une paillasse dans une sorte de cachot, un cul de basse fosse creusée à même la roche. Je ne savais plus où j'étais et la douleur qui me vrillait le crâne m'empêchait de réfléchir. Par une meurtrière entraient l'air et le froid de la nuit. Mais je n'étais pas seule. Une chandelle diffusait une faible clarté et en face de moi, immobile et sinistre, était assise la silhouette d'un homme enveloppé d'une épaisse cape de pèlerin à la capuche relevée. J'essayais en vain de discerner ses traits. La puanteur était toujours là, atroce, plus présente encore. Je portais la main à ma ceinture, mais n'y trouvais pas mon arme. « Tu n'as plus ton couteau, jeune Galardon !» fit une voix rauque dont je ne reconnus pas les inflexions. « Vous êtes… »« Je suis Guillaume, seigneur de la Roche-Guyon, et tu es Michel de Galardon, le fils de ma cousine Catherine. Maintenant, silence, c'est moi qui pose les questions. Que faisais-tu dans mes appartements ?» Non sans difficulté, tant la tête me tournait, je m'assis sur ma paillasse, rassemblant mes esprits et lançant avec force. « Je suis venu vous demander compte de la vie de l'écuyer, Thomas de Roussy, mon ami et mon frère de sang, que vous avez lâchement assassiné, tout comme vous avez tué le maître d'œuvre et son premier ouvrier. » Je m'attendais à une réaction violente, mais pas au rire qui salua ma tirade. Un rire triste, mais un rire tout de même. « Tu me fais penser à ta mère, jeune Michel, tout comme elle, tu as le feu au sang. »« Vous ne m'avez pas répondu, rétorquai-je, désarçonné malgré moi par sa réaction. »« Quelle preuve as-tu de ma culpabilité ?» ajouta calmement Guillaume. « Eh bien… »« Tu n'en as aucune, jeune fou, gronda-t-il soudain. Aucune, car je ne suis coupable d'aucun des crimes dont tu m'accuses. »« Pourquoi vous cachez-vous alors ?» répliquai-je avec impétuosité. « Tu veux vraiment le savoir ?» Il y avait quelque chose de sinistre dans celui qui me faisait face, dans sa voix aussi, une menace que je ne m'expliquais pas, et je n'étais plus tout à fait aussi sûre de vouloir tout connaître de lui. Son odeur me soulevait le cœur et j'en oubliais les raisons de ma venue ici. Pourtant, je me forçais à réagir. « Oui, je veux tout savoir, m'entendis-je répondre. « Vraiment ? Eh bien, tu seras donc le premier, Michel. » Ce faisant, le seigneur de la Roche ôta sa capuche et laissa tomber à terre son long manteau.